Très heureux de vous retrouver sur Skyrock pour les militaires en cette rentrée 2024. Nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui l'amiral Nicolas Vaujour, le chef d'état-major de la Marine nationale. Bonjour amiral. Bonjour Aymeric, bonjour aux auditeurs. Bienvenue sur Skyrock pour les militaires. Alors, je vais tenter de résumer vos 35 années de carrière. C'est un exercice un petit peu difficile, on va faire une synthèse. J'espère rien oublier d'important. Sinon, évidemment, vous me corrigez si besoin. Vous êtes entré à l'école navale le 1er septembre 1989. Et après la fameuse mission Jeanne d'Arc qui vient finaliser votre formation d'officier, vous êtes affecté en 1992 sur la frégate de surveillance Ventose et vous participez au premier déploiement de ce bâtiment d'opération au large de l'Afrique, puis dans l'arc des Caraïbes où vous connaissez la période agité avec l'embargo d'Haïti, c'était en 1994. De quoi mettre le jeune officier que vous êtes dans le bain des opérations. Après, vous enchaînez les affectations sur les différents bâtiments prestigieux, comme la frégate de Grasse, le Lion, bâtiment école que vous commandez, la frégate Jean Bart, puis avec vos galants de capitaine de corvette, la frégate anti-aérienne Cassard, et autant d'années au cœur des opérations sur toutes les mers et océans, sur des missions qui parlent aux plus initiés de nos auditeurs, comme Trident, Héraclès, Corymbe. Nous sommes en 2004, là vous commandez le patrouilleur de haute mer commandant Biro, vous êtes déployé en océan Indien dans le cadre de la mission Enduring Freedom, avant de rejoindre le collège interarmé de défense, ça c'était en 2006, ce que nous appelons à présent l'école de guerre d'ailleurs. Puis vous devenez adjoint-maire, ça c'était au chef de cabinet du chef d'état-major des armées, un moment très important dans votre carrière. Puis vous repartez à la mer comme commandant second de la frégate de défense aérienne Forbin. Vous êtes premier capitaine de vaisseau en décembre 2009, vous devenez adjoint de l'amiral commandant la force d'action navale pour les domaines transverses, c'était en 2011, avant de reprendre un nouveau commandement, le troisième, celui de la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, c'était en 2012. Vous serez alors notamment en charge de la défense aérienne d'un groupe aéronaval américain dans l'océan Indien, puis de la région du Golfe arabo-persique, avant de participer aux opérations de connaissance et anticipation au large de la Syrie. Puis viennent des missions très importantes en état-major. En 2015, vous êtes officier de cohérence opérationnelle, engagement, combat à l'état-major des armées. Puis en 2017, adjoint au commandant de la force aéromaritime de réaction rapide française. Promu contre-amiral, ça c'était le 1er avril 2018, vous devenez sous-chef d'état-major opération aéronavale. C'était pas une blague. C'était pas une blague du tout. 2 ans plus tard et promu vice-amiral, vous occupez des fonctions d'autorité de coordination relations internationales de la marine. C'était jusqu'en septembre 2021 où, consécration de votre expérience opérationnelle, vous êtes nommé chef d'état-major, opération de l'état-major des armées, avec rang de vice-amiral d'escadre. Vous êtes alors au cœur des opérations interarmées et vous avez notamment dirigé l'opération Sagittaire d'évacuation des ressortissants français et européens du Soudan dont on parlait sur Skyrock pour les militaires. Et depuis le 1er septembre 2023, vous voilà donc à la tête de la Marine nationale, 1 an de fonction déjà, de quoi nous faire profiter aujourd'hui de votre vision sur différents thèmes qu'on va aborder durant cet entretien. Il s'agit d'un parcours très riche dans le domaine du marin. Vous êtes avec un autre fort marquant, celui du commandement des opérations. J'espère que j'ai pas oublié grand chose. Non, je pense que vous avez été très complet. Merci beaucoup. Quand vous réécoutez un petit peu ce parcours et tous ces moments clés, qu'est-ce que ça vous évoque? Effectivement, on fait assez peu, on regarde assez peu en arrière. En réalité, quand on est dans nos fonctions, on regarde surtout sur l'avant et on essaie de regarder un peu l'avenir et gérer le quotidien. Donc on se retourne pas tant que ça en arrière. Oui, c'est une carrière assez riche, en réalité très centrée sur les opérations comme vous l'avez dit. Une carrière extrêmement épanouissante. C'est assez extraordinaire. J'imaginais pas un seul instant, en 1989, quand j'ai rejoint la marine, être un jour à la tête de la marine comme je le suis aujourd'hui. Donc il y a eu des opportunités, il y a eu des perspectives qui ont été offertes et j'ai eu la chance de pouvoir les saisir. Donc je suis un homme comblé et heureux aujourd'hui, évidemment. Alors vous évoquez 1989, c'est justement ça ma première question. C'est pourquoi l'école navale? Est-ce que c'était un choix avant de rejoindre la Marine nationale? Quelles ont été vos motivations? Alors c'était pas vraiment un choix mûri au départ. En fait, je préparais Saint-Cyr. J'étais au Prytanée national militaire. Je voulais m'engager au service de la nation. Ça, c'était le socle le fond. Mon père était un militaire de l'armée de terre, un cavalier. Et donc, je préparais Saint-Cyr, j'allais dire un peu dans sa continuité. J'avais l'occasion de présenter Naval aussi. Donc, j'ai présenté Naval et Saint-Cyr et j'ai eu les deux. Et donc, après, il a fallu choisir. Et il faut se remettre en 89. En 89, c'était un peu les dividendes de la paix. Il y avait un certain nombre de choses qui faisaient que les perspectives dans l'armée de terre étaient peut-être moins précises. Et la marine présentait plein de cadres, l'aventure, les voyages, voilà. Et donc j'ai choisi la marine. Et aujourd'hui, je regrette pas. Et au sein de la marine, alors pourquoi une carrière dans les bâtiments de surface plutôt que dans les sous-marins ou autres spécialités? Comme toujours, pour un jeune qui arrive dans la marine, en fait, on choisit, enfin on teste un petit peu
Et à l'école navale, j'ai pu faire un stage, entre guillemets, un stage embarqué sur un sous-marin pendant 15 jours. J'ai pu voir un peu ce qu'étaient les commandos, j'ai pu voir un peu ce qu'étaient les plongeurs. Et du coup, ça a fini par choisir les bâtiments de surface, non pas par défaut, mais parce que vraiment, j'ai trouvé quelque chose qui était vraiment très sympa, qui correspondait à ce que je voulais. Déjà très au centre des opérations, entre guillemets. C'est comme ça que je suis devenu détecteur, en réalité. On y trouve quoi comme plaisir à être détecteur? Détecteur, sur un bateau, vous avez plusieurs strates. Vous avez celui qui met en œuvre le bateau avec les machines, etc. C'est le mécano, entre guillemets. Vous avez celui qui pilote en passerelle, qui voit la mer en permanence et qui dirige le bateau, qui fait en sorte qu'on soit à l'heure tout le temps. Et puis au central opération, entre les deux, entre guillemets, un peu comme dans un studio ici à Skyrock, vous êtes au cœur de l'opération et vous dirigez, vous centralisez un peu tout ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe à l'extérieur, vous comprenez ce qui se passe, vous analysez, puis vous proposez au commandant la manœuvre qu'on doit adopter pour gagner quand vous êtes dans un combat, ou pour trouver un ennemi, ou pour attraper un trafiquant, etc. Et donc j'ai beaucoup aimé ce côté au centre opération, je vais dire la réactivité qu'il faut avoir, un peu le temps réel, un peu le fighting spirit, parce que il faut aller le chercher. Le trafiquant de drogue, il se laisse pas découvrir comme ça, donc il faut aller le trouver. Et puis coordonner un peu tout le monde, coordonner des bateaux français, des bateaux alliés, etc. Ça m'a toujours vraiment beaucoup plu. Beaucoup d'adaptabilité, beaucoup de temps réel, beaucoup d'adrénaline, et donc c'est ça ce qui me plaisait, et c'est pour ça que j'ai choisi les centres d'opération. On a envie de savoir justement si vous avez des souvenirs en particulier dans votre partie de carrière embarquée, notamment à vos débuts, et qui doivent marquer votre première affectation. Moi, première affectation, c'était sur le Ventose, vous l'avez dit tout à l'heure, et donc on faisait l'embargo d'Haïti. C'est un embargo contre les armes et contre le pétrole. Et en fait, j'étais jeune enseigne de vaisseau, donc un peu plus de 20 ans, et là, j'avais la responsabilité de l'équipe de visite. Donc en fait, quand on arraisonnait un bateau, c'est moi qui montais à bord et qui faisais la fouille du bateau pour voir s'il contrevenait à l'embargo sur les armes, et ainsi de suite. Et là, vous découvrez en fait l'étendue des différentes, j'allais dire, civilisations du monde, parce que quand vous arrêtez un bateau cubain, quand vous arrêtez un bateau jamaïcain, quand vous arrêtez un bateau américain, c'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Et donc là, vous vous rendez compte de la diversité du monde et de la manière d'appréhender le monde par l'ensemble des pays. Et ça, c'est extrêmement formateur, et puis pas mal d'adrénaline aussi, parce que généralement, quand on a raisonné un bateau, c'est qu'il n'était pas forcément un gentil, comme on dit. Donc on allait voir s'il respectait bien les règles qui étaient dictées. Donc ça a été extrêmement formateur. C'était mes premières actions opérationnelles dans la marine. Est-ce qu'il y a un moment particulier, un moment clé où ça y est, vous vous êtes dit c'est bon, j'ai fait le bon choix et c'est dans la marine que je vais pouvoir m'épanouir? Je crois que dès ce premier bateau, dès le début, dès ce premier bateau, en fait, on sait pas vraiment à quoi on s'attend. Parce qu'on a beau être fils de militaire, quand on rentre dans la marine, c'est un monde qui est assez différent. Nouveau, la marine, il y a un petit côté un peu mystérieux, parce que le bateau, on le voit accoster, on le voit apparier. Et après, qu'est-ce qui se passe à bord? Maintenant, on embarque beaucoup plus de journalistes. Vous avez peut-être vu la petite vidéo là, qui est passée d'une frégate dans Mer Rouge récemment. Voilà. Maintenant, on voit un peu plus ce qui se passe à bord. Mais à l'époque, c'est mystérieux. On savait absolument pas. Donc, on faisait un pari, quelque part. Et ce pari, il y en a plein d'autres qui l'ont fait comme moi, mais dès le premier bateau, moi j'ai adhéré, parce que vous rentrez sur un bateau, vous découvrez ce qu'est un équipage, vous découvrez ce qu'est une mission lointaine, où vous êtes coupé d'un peu tout le monde, vous découvrez ce que ça veut dire que partir à l'aventure, partir en mission, partir ensemble et faire face ensemble à tous les éléments, que ce soit une tempête ou que ce soit une mission opérationnelle. Alors là, vous parlez de tempête, je rebondis parce qu'on parle de moments épanouissants depuis le début de l'entretien, mais est-ce qu'il y a eu des moments difficiles justement dans ce début de période où vous étiez embarqué sur toutes les mers et les océans? C'était quoi les moments les plus difficiles? Alors les tempêtes, je sais pas si c'est les moments les plus difficiles. C'est un grand moment d'égalité humaine. Tout le monde subit la même chose. Ouais. Et donc dans ces organisations extrêmement structurées, du matelot au commandant, du matelot à l'amiral, embarqué, quand vous prenez une tempête avec 15 mètres de creux, vous prenez la tempête avec 15 mètres de creux. C'est ça. Et donc tout le monde vit la même chose. Et ce sentiment de vivre la même chose, ce sentiment d'être embarqué sur la même mission, c'est quelque chose qui forge vraiment ce qu'on appelle l'esprit d'équipage chez nous. Donc des grosses tempêtes, j'en ai vécu. Je me souviens d'une tempête sur Bâtiment École. Vous savez, Bâtiment École, c'est un petit bateau. Alors, quand je vais vous dire qu'il fait 40 mètres, vous me direz, non, c'est pas un petit bateau. Si, c'est quand même un petit bateau. Ouais. C'est une coque de chalutier. Quand vous vous baladez dans les cailloux en Bretagne, en Manche-Mer du Nord, et j'ai passé le Raz Blanchard, qui est du côté de Cherbourg, vent contre courant, et là vous avez des creux de 10-15 mètres qui se forment. Là vous vous sentez un peu seul. Et là, quand vous commandez votre bateau, vous commandez votre équipage, et en fait dans les moments un peu critiques, quand vous êtes chef, tout le monde s'arrête et puis tout le monde se retourne vers vous pour dire mais en fait chef, on fait quoi? Et puis là on est on est dans les 10 mètres de creux et ainsi de suite. Donc ça, c'est des moments qui sont vraiment prenants et qui vous montrent à quel point
un, il y a un équipage, qu'on doit tous se faire confiance les uns les autres. Deux, que l'équipage, il attend du chef qu'il donne le cap. C'est bien le rôle du commandant. Ouais. C'est des moments qui sont assez prenants, évidemment. Ça, c'était un moment, j'allais dire, au tout début de ma carrière, qui a vraiment forgé mes convictions. Et puis après, vous avez des moments plus durs, où quand vous partez en opération, ça m'est arrivé au large de la Syrie. C'était à l'époque le président Hollande, vous vous souvenez peut-être de l'utilisation d'armes chimiques, etc. Donc là, je commandais le Chevalier Paul et j'étais en dessous. Moi, j'étais au large de la Syrie. Quand vous rappelez votre équipage au poste de combat, parce que vous êtes prêt à mener des opérations contre un pays, justement pour rétablir l'ordre et empêcher l'utilisation d'armes chimiques, là, vous savez que vous allez changer de dimension, vous savez qu'il va se passer quelque chose. Et là, quand vous êtes patron, vous rappelez au poste de combat et vous vous dites, est-ce que je suis prêt ? Est-ce que moi, commandant, je suis prêt face à l'événement qui risque de nous arriver ? Est-ce que j'ai suffisamment préparé mon équipage ? Est-ce que je leur ai donné tous les éléments qui font que le jour J, ça va bien se passer ? Oui. Est-ce qu'on a réussi à focaliser tous les efforts pour que, top, ça marche ? Alors, je vais faire une comparaison qui est totalement différente. C'est la même chose pour nos athlètes au JO. Est-ce que Léon Marchand, il a tout fait, il s'est préparé pour que le jour J, au 400 mètres 4 nages, il soit au top pour arriver et qu'il soit comme ça. C'est un peu ça. Est-ce qu'on arrive à monter la compétence, la confiance, à générer tout ce qu'on peut, en fait, pour que l'équipage, le jour J, ça marche au top. Et c'est ces moments-là, quand vous vous rappelez au poste de combat, où vous vous dites, est-ce que j'ai fait mon boulot ? Alors évidemment, c'est un peu tard pour se poser la question, mais bon, vous avez forcément ce moment d'interrogation. Puis après, ça se déroule super bien parce que tout le monde est à fond, etc. Là, vous parlez de compétences, vous parlez de ces moments importants, mais est-ce qu'il y a du stress qui existe ? On peut se poser la question, une sorte de pression où elle n'a pas le droit d'être. Il y a évidemment une pression. Ouais. Il y a évidemment une pression parce que la caractéristique d'un bateau, c'est que vous êtes, on dit toujours loin, longtemps en équipage, mais en fait, vous êtes tout seul. Ouais. Pour prendre des choses que tout le monde connaît, j'ai pas le joker appel à un ami ou j'ai pas le joker non, on est tout seul. Alors évidemment, vous pouvez quand même appeler votre chef, mais souvent en fait la réaction elle doit être immédiate. Quand le commandant de la frégate en mer Rouge tire sur un drone de surface qui est en train d'attaquer le bâtiment de commerce, il n'est pas en train d'appeler son chef pour savoir comment ça va se passer. Évidemment, donc tout de suite. Il déroule toutes les opérations réflexes où on s'est entraîné vraiment au quotidien pour que le jour où ça déclenche, ça fonctionne bien. Voilà. Et donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, c'est être capable d'être prêt à l'instant T et de basculer au bon moment. Une des grandes caractéristiques de nos opérations dans la marine, c'est qu'il faut être capable de basculer. Vous partez pour quelque chose et vous savez qu'a priori, il va se passer autre chose. C'est ça. Voilà. Je prends toujours l'exemple d'un porte-hélicoptère d'assaut qui est parti en Atlantique, c'était la mission Jeanne d'Arc. La mission Jeanne d'Arc, on en a parlé tout à l'heure, c'est la formation des officiers et c'est un moment où ça nous permet de conforter l'ensemble de ce qu'on a appris. Et du jour au lendemain, on leur dit stop. Vous allez à Haïti, il y a des ressortissants français qui demandent à être récupérés parce que le pays est en train de s'effondrer. Et du jour au lendemain, on leur dit stop pour la mission Jeanne d'Arc et vous allez vous dérouter, vous allez en Haïti. Donc ils étaient en Martinique, ils allaient en Guyane, non, vous allez pas en Guyane, vous allez à Haïti. Et c'est parti comme ça. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Donc cette adaptabilité, cette capacité à basculer, en fait, ça nécessite d'avoir des athlètes de haut niveau qui soient hyper préparés dans l'ensemble des domaines. Et c'est vraiment tout ça qui est extrêmement important. Et donc ce moment de stress, en fait, c'est le moment où ça bascule. C'est le moment où finalement vous vous étiez bien préparé à l'ensemble de ce que vous estimiez prévisible. Ouais. Et puis vous allez basculer dans l'imprévisible. L'imprévisible. Alors voilà, moi je dis toujours à mes adjoints, mes marins, vous devez être béton sur le prévisible pour être serein dans l'imprévisible. Donc quand vous êtes préparé à mort comme un athlète de haut niveau sur un truc, il se passe un truc qui n'est pas exactement ce qui était prévu, et on s'adapte, et puis on avance, et puis ça permet, à la fin du 200 mètres papillon, de regagner les 50 mètres qui manquaient dans les... C'est génial. C'est pour ça que la comparaison avec les JO est super. Oui, c'est vraiment, je pense. Maintenant, je vais aborder votre période en état-major à Paris. Je crois que votre mission d'adjoint-maire au chef de cabinet du chef d'état-major des armées a une place très importante dans votre carrière. Pourquoi ? Je sortais de l'école de guerre. Donc l'école de guerre, c'est le moment où finalement vous avez fait vos armes dans votre armée, que ce soit l'armée marine, l'armée de l'air ou l'armée de terre. Et puis vous rentrez dans le bain de ce qu'on appelle l'interarmée, l'interadministration. Et là, on me propose de prendre le poste d'adjoint-maire du chef d'état-major des armées. Alors il faut se souvenir que le chef d'état-major des armées à l'époque, c'était le général Georges Lain, bien connu de nos auditeurs, puisque maintenant on l'a connu dans la reconstruction de Notre-Dame.
qui a disparu malheureusement l'été dernier, il y a tout juste un an. Mais c'est un poste assez important, on lui prépare ses dossiers à un niveau politico-militaire, puisque le chef d'état-major des armées, c'est vraiment lui qui fait le lien avec Élysée, avec Matignon, avec le ministre, sur la décision pour les opérations, les décisions budgétaires, et ainsi de suite. Donc on lui prépare tous ces dossiers, on l'accompagne, on voit comment il décide, et on voit comment se construit une décision dans une organisation qui est très large. Les armées, c'est quand même une grosse organisation. Et puis c'est un moment où on fait pas mal de rencontres. Alors forcément, il y avait le général Georges Lain, il y avait l'amiral Rogel, qui était le chef de cabinet à l'époque, qui est devenu chef d'état-major de la marine. Oui. Le chef de la communication, c'était l'amiral Prazuc, à l'époque capitaine de vaisseau Prazuc. Et l'adjoint du capitaine de vaisseau Prazuc, c'était le colonel Burkhardt, qui est aujourd'hui chef d'état-major des armées. Donc c'est un moment où vous apprenez à connaître beaucoup de monde, et donc qui est assez fondateur, c'est vrai, pour le reste de la carrière. Alors on peut se planter dans ce genre d'affectation, puis on peut réussir. Moi, j'ai eu la chance de réussir. Et j'imagine qu'alors que l'autre temps fort avant votre accession à votre poste actuel, c'est lorsque vous êtes à la tête des opérations au CPCO, le centre de planification et de conduite des opérations de toutes les armées également. Oui, alors ça, c'est quelque chose, on se dit, non, ça peut pas être moi qui... ça peut pas être moi. si, c'est vous. Ah bon, très bien. Et quand vous êtes désigné à ce poste-là, évidemment, c'est une énorme responsabilité. Et donc, vous analysez ce qui se passe dans le monde, vous essayez de comprendre les endroits où il va y avoir des ruptures, vous proposez au chef d'état-major des armées des options militaires pour répondre aux problèmes qu'on rencontre, options qui sont discutées évidemment avec le ministre, l'Élysée, etc. et puis qui sont décidées. Une fois qu'elles sont décidées, vous les mettez en œuvre. Et donc pendant cette période de 2 ans, j'ai vécu des vraies bascules en fait géopolitiques, le retrait d'Afrique, l'invasion de la Russie en Ukraine où j'étais en poste, le Proche et Moyen-Orient avec les dégradations que l'on connaît et qui en fait se sont accélérées depuis, et puis comme vous l'avez cité, l'opération Sagittaire au Soudan où il a fallu évacuer nos ressortissants. Alors, typiquement pour prendre cette opération, c'est quelque chose, c'est intéressant pour nos auditeurs, c'est quelque chose qui se planifie dans le temps très court. En fait, une semaine avant l'opération en elle-même, on commence à avoir des signes de dégradation, tout simplement parce qu'on a le lien avec notre ambassadrice qui est sur place, oui. Et on sent que tout se dégrade. On commence à préparer intellectuellement à la fois nos ressortissants, le Quai d'Orsay, un peu tout le monde sur bon, et si ça se dégrade encore plus, comment ça se passe. On commence à poser quelques modes d'action. Si l'aéroport est ouvert, si l'aéroport est pas ouvert, est-ce qu'on peut le faire par la route? Mais si on fait le par la route, faut traverser le désert. Comment on fait pour ravitailler? Enfin bon, bref, plein de questions. En une semaine. En moins d'une semaine. Moins d'une semaine. Ouais. Et après, vous appelez vos copains, les alliés, pour savoir comment on fait, qui dirige, ouais. Comment on s'organise. Et là, je me souviens que la veille du déclenchement de l'opération, j'ai appelé tous mes homologues. À l'époque, on avait une visioconférence à 17 pays. Et c'est nous qui avons pris le lead de cette opération en disant voilà comment on va prendre le leadership, voilà comment on va commander, si vous voulez vous intégrer, voilà comment on va vous donner des créneaux pour poser vos avions, pour récupérer vos ressortissants, comment on va le faire, etc. Une fois que c'est décidé par le président de la République, évidemment, vous déroulez. D'accord. Vous déroulez, puis après vous avez tous les événements qui peuvent arriver, qui sont des événements alors justement prévisibles, et auquel cas tout va bien. On a eu un blessé, mais on avait prévu d'envoyer un petit hôpital de campagne sur l'aéroport. Ouais. On a pu le soigner, donc tout va bien. Ouais. Et puis les imprévisibles, toujours. Voilà. Et puis vous gérez ça en temps réel. On dort pas beaucoup dans ces opérations. J'imagine. On dort pas beaucoup. Mais c'est extraordinaire, et être capable de faire ça, c'était vraiment pas une opération tout seul, c'était pas une opération de l'armée de terre ou de l'armée de l'air ou de la marine, c'était une opération vraiment interarmée, ouais. Et vraiment interalliée, avec, comme je vous disais, 17 pays qui participaient de près ou de loin à l'ensemble de cette évacuation. Donc ça, c'est vraiment des moments très très forts, très formateurs, très fondateurs, mais qui ne peuvent fonctionner que si vous avez anticipé vos partenariats. Vous n'appelez pas quelqu'un comme ça au hasard, ça s'improvise pas. Le connaître. Non. Bah ouais. Et donc moi j'ai toujours développé énormément la connaissance de l'autre. Alors évidemment c'est de la marine, mais à l'extérieur de la marine. J'ai rencontré une 60aine de mes homologues alliés dans le monde depuis que j'ai pris mes fonctions. Parce que quand vous vous êtes rencontrés, quand vous êtes serré la main, vous avez pris un café, vous êtes capable de rappeler la personne. C'est ça. Et si vous n'êtes pas capable de rappeler la personne, en fait ça sert à rien. Donc il faut se connaître, et il faut se connaître physiquement. Voilà. Covid a pu nous donner l'illusion qu'on pouvait le faire en visio. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, bien sûr. On est d'accord. Là, quand on reparle, on repense à tout ça en 2024. Et si je vous demandais si c'était à refaire. Ah ben moi je re-signe demain. Ouais. Imaginez. Enfin, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne sait pas ce qu'on va faire quand on rentre dans la marine. En fait, vous faites un pari, mais vous avez un nombre de métiers incroyable, une diversité de carrières qui est extraordinaire.
Dans la marine, vous êtes à la fois dans les airs, vous avez l'aéronautique navale, vous pouvez être pilote de chasse dans la marine, pilote d'hélicoptère, vous pouvez être commando marine, sous l'eau, à terre, en parachute, etc. Je vais demain à Lorient, je vais sauter en parachute en tandem, ça va être extraordinaire. Vous pouvez être sur un sous-marin. C'est vraiment une vie totalement différente. Alors c'est un peu la même ambiance sombre que le studio ici, mais c'est sous-marin ou surfacier. Vous avez 80 métiers dans la marine, donc vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Entre l'ingénieur nucléaire et le matelot qui tire sur le bout sur la plage avant, vous avez une diversité incroyable. Donc on est prêt à accueillir et on est prêt à offrir des perspectives. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette belle radio, c'est pour parler de toute cette diversité. Alors dans ce type d'entretien, on aime bien savoir un peu plus sur l'homme, au-delà de la fonction. On sait que vous êtes marié, vous êtes père de 4 enfants. Quels sont vos loisirs et vos passe-temps? Parce que vous parlez un petit peu de ce que vous avez fait comme des loisirs et des passe-temps, mais j'imagine qu'il y a autre chose. Alors bon, chef d'état-major de la marine, d'abord c'est un emploi à temps plein. Il n'y a pas tellement de trous dans la programmation. Ouais. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup faire du sport. Ouais. Ça c'est la première chose. D'abord parce que c'est absolument essentiel pour l'équilibre. Tous les samedis, je vais courir parce que faut faire baisser un peu la tension de la semaine. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est que je fais pas mal de sport comme ça et j'ai un passe-temps particulier qui est la chasse sous-marine. Voilà. Merci Amiral. Alors vous connaissez un petit peu mieux à présent. On va parler d'un autre thème qui nous tient particulièrement à cœur et qui vous tient à cœur, c'est le marin et d'une manière plus globale, la jeunesse. L'effectif de la Marine nationale, c'est environ 41 000 hommes et femmes, si je dis pas de bêtises. Mais quelle est la moyenne d'âge? Alors la moyenne d'âge c'est 30 ans. D'accord. Donc on a une marine qui est très jeune et comme vous le dites, 40 000 personnes avec grosso modo un recrutement de 10% par an. Donc je recrute 3800 personnes par an. C'est un chiffre important. Et c'est un chiffre important, donc qui offre tout un panel, comme je disais, de métiers très variés. Dans une armée jeune, comment on peut définir le marin en 2024? D'abord, il est pleinement issu de la société, c'est-à-dire que le marin, c'est quelqu'un de... Comme tout le monde. Alors ici, il y a quelques-uns de mes adjoints, mais vous pourriez être marin quelque part. Il y a rien de différent avec quelqu'un qui est issu de nos lycées, de nos universités. C'est quelqu'un qui rentre dans la marine avec des questions, on va lui apporter des réponses et on va lui proposer un certain nombre de choses. D'abord un métier, de l'aventure, des voyages, et puis des perspectives pour progresser. Aujourd'hui, je pense que la marine, comme les autres armées, sont des endroits où on est capable de s'élever, on est capable d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait quand on était rentré. J'ai quelques exemples. J'ai un matelot, il est rentré opérateur sonar, c'est vraiment le premier métier, on le met derrière un sonar, on lui apprend à détecter un autre sous-marin. Aujourd'hui, il est commandant d'un sous-marin nucléaire à Cherbourg, et il a progressé. Il est rentré matelot, donc il était post-bac, même des fois avant le bac, et lui c'était plutôt avant le bac, et il est monté maintenant au niveau ingénieur nucléaire, commandant d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Ah, ça c'est un bel exemple. Voilà. Et ça, cette perspective, cette capacité à offrir une carrière et à dire vous aurez des opportunités, en fait c'est quelque chose qui attire. Donc, les jeunes qui rentrent sont vraiment l'image de la société, et après ils découvrent ce qu'est la marine, et puis ils s'adaptent, et puis nous on les emmène et on les accompagne. Alors dans le domaine du recrutement au sein de votre armée, est-ce que ça reste tout de même un défi? Ah, c'est toujours un défi. Toujours un défi, oui. C'est toujours un défi. Recruter 3800 personnes par an, c'est loin d'être évident. Et puis, évidemment, je recrute pas une personne formatée. C'est-à-dire que je recrute de la fin de la 3e jusqu'à la fin de l'école d'ingénieur. Okay, tout à fait. Et pour tout un panel de métiers. Et il faut que j'arrive à orienter suffisamment pour avoir suffisamment de commandos, suffisamment de sous-mariniers, et ainsi de suite. Donc, on travaille à la fois avec l'éducation nationale pour avoir des gens qui arrivent dans la bonne filière et qui correspondent aux besoins que l'on a, et puis à la fois avec ceux qui rentrent pour les orienter comme il faut, au bon endroit, dans la bonne spécialité, en fonction de nos besoins, et puis surtout en fonction de ses volontés, ses appétences. Il faut que ça soit lui aussi qui adhère. On fera pas quelqu'un. Ça fait des deux côtés. Mais c'est pour ça que c'est important de rappeler que vous offrez des formations totalement variées. Ça commence vraiment par les plus jeunes avec l'école des Mousses. Alors l'école des Mousses, c'est un grand succès. L'école des Mousses, c'est fin de 3e. Oui. C'est fin de 3e, c'est pour des gens qui sont pas forcément une grande appétence pour le système scolaire, j'allais dire très universitaire que l'on peut avoir par ailleurs. Et on leur donne une première formation et un premier métier. Et après, s'ils veulent continuer le trajet avec nous, ils continuent le trajet avec nous. Comme je vous disais, ça peut accompagner jusqu'aux plus hautes fonctions, et c'est super. Et puis s'ils veulent changer, ils changent un petit peu plus loin. Mais ça donne un cadre, ça donne une perspective, ça permet de faire progresser. C'est souvent des jeunes qui justement sont en recherche de ce cadre, en recherche de sens. Et nous, on vient donner un peu de sens à l'engagement qu'ils veulent
veulent avoir. On voit la transformation du matelot, du mousse, quand il arrive dans la marine. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Souvent, ils arrivent avec comme ils sont, puis après, ils se transforment intellectuellement, puis physiquement, et puis ils sont venus là pour trouver un cadre, trouver du sens, trouver un métier, et puis ils découvrent ce que c'est que servir à bord d'un bateau, ce que c'est que l'esprit d'équipage, et puis ils ont envie de continuer avec nous, et puis après, finalement, c'est le service de la France, comment je protège la France, les Français, leurs intérêts partout dans le monde. Tout ça, en fait, se cumule assez bien, et ils continuent avec nous, et on les accompagne. Donc je leur donne envie de rentrer, puis après je leur donne envie de rester, et puis je leur donne envie de progresser. J'imagine que c'est une source de fierté pour vous quand vous assistez à ces transformations. Oui, et puis c'est vraiment... moi j'ai des souvenirs très personnels où j'accompagnais il était plus matelot, il était second maître. Donc le second maître, c'est le premier grade d'officier marinier, c'est l'équivalent du sergent dans l'armée de terre. Et puis c'est un type qui clairement avait des capacités hors normes. Il était arrivé là parce que il était plutôt en échec scolaire comme ça, et puis il était quand même arrivé dans la marine. Je lui ai dit mais vous pouvez faire plus. Passez le concours d'officier. Il vient de quitter la marine comme capitaine de vaisseau. Donc ce type-là, il est rentré matelot, il est sorti capitaine de vaisseau. Et juste parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui lui a ouvert la porte en lui disant mais attends, toi, là, vas-y, t'as des capacités, développe-les, montre ce que t'es capable de faire. Et ce type-là, voilà, il a commandé son bateau, il a fait... et alors qu'il était rentré dans la marine en se disant bon tiens, j'ai vu de la lumière, pourquoi pas. Et donc il y a cette transformation, on la sent. La problématique pour moi, pour la marine, c'est de donner l'opportunité aux garçons, à la jeune fille, de prendre cet envol. Souvent ils en ont même pas conscience, ou alors c'est inconscient. C'est-à-dire qu'ils ont cette conscience d'être capables de faire plus. Ils le réalisent après. Voilà, il faut que mes commandants de bateau soient des ouvreurs de portes. Voilà, écoute, toi, tu as vraiment des compétences, développe-les, vas-y, prends ta chance, on te la donne, on va t'accompagner. Oui, ça va être dur, mais on va t'accompagner, et après, ça se développe. Et là, on a des aventures humaines qui sont extraordinaires. On ressent vraiment ça. On ressent vraiment ça quand vous êtes chef, quand vous êtes commandant, la transformation des jeunes. Chaque année, je fais les remises de Bachy, vous savez, c'est le chapeau des marins. Donc la remise des Bachy à Saint-Mandrier, c'est quelque chose qui est extrêmement émouvant. Ah oui. Le gamin, il est arrivé quelques mois avant dans la marine, et là je lui remets son Bachy devant sa maman, devant ses parents. Il y a une prise de conscience, de fierté, oui. Et il y a une vraie fierté qui se dégage. Ils ont les yeux qui piquent, etc. Et c'est vraiment des moments extrêmement émouvants, et des moments de fierté. Évidemment, parce que on apporte quelque chose. Après, moi, je force personne. C'est-à-dire que quelque part, il vient, il est heureux, il reste, et c'est super. Mais quand ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt bien, objectivement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puisqu'on parle de moments de fierté, tout à l'heure on parlait des Jeux Olympiques, on a vu des marins sous les projecteurs tout l'été. J'imagine que vous avez été également très fiers de ces champions. Ah nos 4 champions de la marine, oui, l'armée de champions au sens large. Oui. Je pense qu'on leur offre un cadre qui permet justement d'aller s'épanouir. Alors avec nos 2 médailles du judo, puis le surf et puis la voile, 4 médailles, 4 belles médailles. Moi, je leur ai envoyé un petit SMS, c'est vrai, coup de fil, etc. Non, mais c'était très sympa. Oui, évidemment, on est extrêmement fiers. On est extrêmement fiers tout court pour les Jeux Olympiques et du nombre de médailles qu'on a remporté. Et puis de l'action des armées dans les Jeux Olympiques. L'armée de terre a été très prise par la sécurisation à Paris, évidemment, l'armée de l'air, la sécurisation de l'air, et puis nous, faut pas oublier, il y a la sécurisation à Marseille, le stade nautique à Marseille, où on a été très engagés, et puis à Papeete, le stade de surf également, où on a remporté une médaille, donc voilà. Donc non, on était très fiers, très engagés sur cet événement. C'est toujours très fort, ces événements de communion nationale, où tout le monde est en phase, voilà, ça rappelle, comme 1998, ça rappelle plein de choses. C'est vrai. Et c'était vraiment quelque chose de très très beau. Et je reviens sur la comparaison que je faisais tout à l'heure. Ces sportifs, ils sont quand même extraordinaires. C'est des années de préparation, c'est des sacrifices, c'est des souffrances, c'est tout ce qu'on veut, etc. Et puis le jour J, clac, hop, ils arrivent à nous sortir un truc extraordinaire. Phénoménal, évidemment, on a parlé de Léon Marchand, on peut parler de Teddy Riner, on peut parler de tous les autres, tous ceux qui ont une médaille, qu'elle soit d'or, de bronze ou d'argent. C'est juste des moments extraordinaires. On a vu l'enthousiasme de tout le monde. Et comme tout le monde, j'étais derrière mon téléviseur à regarder les choses. C'est vrai, c'est un grand moment pour nous tous. Alors, on va à présent profiter de votre expertise pour aborder le contexte stratégique et ses conséquences, aussi pour le milieu maritime et plus particulièrement pour la marine. Est-ce que la mer est véritablement un enjeu géopolitique mondial ? La mer,
il faut la voir comme un lieu assez particulier. Plusieurs caractérisations de la mer. D'abord, c'est par la mer que vont arriver vos téléphones portables, vos ordinateurs, etc. Donc c'est un lieu de flux maritime. Aujourd'hui, tout ce qui est fabriqué en Asie et qui arrive en Europe, forcément transite par la mer. Toutes les énergies qui transitent, pétrole, gaz, etc., qui viennent du Golfe ou qui viennent d'ailleurs, de Manche-Mer du Nord, ils arrivent par la mer. Par la mer. Toutes les données, data, etc., arrivent par des câbles sous-marins. Donc la mer, c'est un lieu de flux qu'il faut protéger pour ça, parce que ces flux ne sont pas protégés par défaut. Voilà, et on se souvient de la piraterie au large de la Somalie, où il avait fallu protéger contre la piraterie. Aujourd'hui, en mer Rouge, il y a des milices qui attaquent les bateaux et le flux du commerce, donc il faut protéger les flux. Le deuxième axe, c'est que c'est un lieu de ressources. Vous avez à la fois des ressources fossiles, pétrole qu'on va chercher au fond de la mer, des ressources minérales et puis des ressources halieutiques, c'est-à-dire les poissons tout simplement. Et tout ça, il y a des gens qui viennent pêcher. Et ça fait l'objet de petites frictions, parce qu'il y en a qui viennent pêcher chez nous, il y en a qui vont pêcher chez les autres, et puis nous on est là aussi pour appliquer la règle et montrer que non, quand vous venez en Guyane, c'est les pêcheurs guyanais, ou alors il faut que vous ayez une licence de pêche, etc. Donc on aide à tout ça. Et puis évidemment, c'est un lieu de friction, c'est un lieu de combat, et là on s'en rend compte aujourd'hui, on le voit tout particulièrement en mer Rouge, on le voit en mer Noire aussi, où il y a des forces opposées qui peuvent venir combattre, et là il s'agit de défendre les intérêts évidemment de la France pour ce qui me concerne, et donc de protéger vis-à-vis d'une menace militaire qui peut arriver. Et aujourd'hui on est dans un monde où ça bascule, et les conflits qui sont à terre basculent en mer, conflit en Ukraine bascule en mer Noire, conflit au Proche-Moyen-Orient bascule en mer Rouge, et donc nous participons à la résolution des conflits en mer, évidemment, au profit de l'ensemble de l'écosystème interarmé. Là, on en parlait, la piraterie, les trafics, l'augmentation de la violence. Quelles sont les conséquences sur le milieu maritime, concrètement ? L'augmentation des trafics est d'abord une réalité. Ouais. On le voit tous les jours. Très récemment, a été annoncée la prise quasi historique de la marine de 10,5 tonnes de cocaïne en Atlantique. Depuis le début de l'année, j'ai intercepté presque 40 tonnes de drogue en mer, ce qui est proche du record de 2022, si j'ai bonne mémoire. C'est colossal. Bah oui. Et donc c'est une explosion des trafics illicites aujourd'hui en mer, ce qui a pour conséquence pour moi aussi une augmentation des interventions que j'ai à faire. On a parlé de la pêche illégale, les trafics illicites comme le trafic de drogue, on a la sauvegarde de la vie humaine, où on a beaucoup de gens qui essayent de passer de France en Angleterre par la mer en prenant des petites embarcations. Malheureusement, elles font souvent naufrage, et donc on va sauver les gens chaque année. Entre 3000 et 5000 personnes sont sauvées chaque année en Manche-Mer du Nord, dû à leurs tentatives de traversée. Donc on fait ça au quotidien. Oui, ça a des impacts très directs sur moi. Et ce qui est très nouveau, très nouveau. La complexité de la période, c'est que c'est tout en même temps. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on se disait, tiens, j'ai une crise à tel endroit, il y avait des périodes on va résoudre la crise, on va éteindre l'incendie à cet endroit-là. Ah, c'est tout en même et là, l'incendie, il est quand même un peu tout en même temps. Ouais. Donc vous avez le problème au Proche-Moyen-Orient, vous avez le problème en mer Rouge, vous avez quand même des tensions en Asie-Pacifique, vous avez des tensions sur les trafics, j'ai parlé de trafic de drogue, de la sauvegarde de la vie humaine, vous avez des tensions également en mer Baltique, donc on est partout, et on est partout en même temps. Donc, alors bon, la bonne chose, c'est que je suis pas au chômage, mais quelque part, c'est quand même bien sous tension. Donc les marins s'embêtent pas. Oui. Alors votre parcours vous a amené à tenir des fonctions d'autorité de coordination, relations internationales de la marine. Est-ce que les relations avec les partenaires, avec les alliés, c'est incontournable ? Justement, pour rebondir sur ce que je viens de dire, comme vous avez tout en même temps, vous pouvez pas tout faire en même temps. Ou alors, vous pouvez pas tout faire tout seul en même temps. Oui, c'est ça. Et donc, typiquement pour la mer Rouge, où il s'agit de protéger le trafic maritime, on a monté une opération européenne. On travaille avec les Italiens, avec les Grecs, avec les Néerlandais, les Danois, etc. pour être tous ensemble. Et du coup, je mets un bateau, et eux, ils en mettent un, et ainsi de suite. On se fait un petit état-major en commun, et puis en avant, on fait une opération. Tout ça, ça nécessite beaucoup de confiance. Ce qu'on appelle l'interopérabilité aussi, c'est-à-dire être capable de se parler, simplement. Donc, ils parlent pas tous le français. On apprend tous à parler l'anglais. et puis des procédures en commun. Donc, il y a beaucoup de travail en interallié. Quasiment toutes mes missions sont en interallié. Aujourd'hui, mer Rouge, c'est avec mes homologues européens. Dès que vous travaillez dans le Golfe, vous êtes aussi avec les Américains. Vous êtes en Indo-Pacifique, vous êtes avec des Européens, des Américains et puis des locaux. Vous êtes en Méditerranée, on travaille beaucoup avec les Italiens, les Espagnols, les Grecs, les Turcs, enfin tout le monde, grosso modo, avec l'OTAN. En mer Baltique, c'est pareil, on travaille avec l'OTAN. Enfin, au quotidien, un marin, quand il rentre dans la marine, il sait que toutes ses missions, en fait, il va rencontrer des alliés
Alors c'est extrêmement bénéfique, hein. On apprend plein de choses. D'abord, effectivement, on apprend à parler l'anglais. Ça y est, le niveau est... Ah oui, le niveau... non, tous les marins apprennent à parler l'anglais. Ouais. Et puis on découvre des cultures différentes, des manières différentes. Et un partenaire, pour revenir à votre question, c'est quelqu'un qui nous apporte plein de choses. Un partenaire, c'est pas uniquement quelqu'un qui va m'apporter à moi. Il va m'apporter des choses. Parce que d'abord, il est pas français, et donc il a une manière de penser différente. Ouais. Les Français, on a notre manière de penser, elle est très bonne, mais les autres aussi sont très bonnes, leur manière de penser. Deux, ça peut m'apporter des accès dans le monde. C'est-à-dire que quand je travaille avec un Émirien, quand je travaille avec un Indien, quand je travaille, etc., il va m'apporter ce que peut m'apporter son pays. Donc je vais faire une escale en Inde, je vais aller me ravitailler en Inde, etc. Donc il m'apporte un accès à la zone de crise, ce qui est quand même assez important, parce que la France peut être très éloignée. Quand on est au large d'Oman, savoir qu'on peut s'arrêter dans le territoire d'Oman ou en Inde, c'est quand même quelque chose d'important. Donc il faut avoir des copains. ça c'est vraiment important. Donc il m'apporte cette capacité, et puis il m'apporte le nombre, le nombre de bateaux. Bien sûr. Donc en fait, il m'apporte énormément de choses. Une autre manière de penser, donc une manière de comprendre ce qui se passe, un accès et le nombre de bateaux. Et donc avec ça, si vous êtes capable d'écouter ce qu'ils pensent vraiment, ça permet de vous forger la bonne réponse. Parce que vous pouvez avoir votre propre analyse, et si vous la confrontez pas aux analyses des autres, vous serez souvent insuffisant. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez tort ou raison, vous serez insuffisant. Donc il faut vraiment écouter les autres. Alors maintenant qu'on comprend bien un peu cet environnement complexe, est-ce qu'on peut poursuivre maintenant cet entretien avec la Marine nationale, surtout savoir comment elle s'adapte au changement, à ces menaces? On parle régulièrement de nous sur Skyrock PLM de nouveaux bâtiments qui sont mis en service. Où en est-on, amiral, des capacités de leur Marine nationale? On débute par les grands projets. Alors aujourd'hui, la Marine est en perpétuel renouvellement. Vous avez, quand vous avez une ancienne génération de bateaux qui s'arrête, une nouvelle commence à émerger, et ainsi de suite. En ce moment, on est en train de renouveler ce qu'on appelle nos pétroliers ravitailleurs, qui donc sont remplacés par les bâtiments ravitailleurs de force. Il y en a un qui est en train d'être mis à l'eau à Saint-Nazaire en ce moment, c'est le Jacques Stoskov, qui fait suite au Jacques Chevalier qu'on vient de recevoir. Bateau extraordinaire qui nous permet justement de gagner en autonomie au large, au loin, et nous permet de faire encore mieux avec nos bateaux. Donc bâtiments ravitailleurs de force, on vient de recevoir des nouveaux hélicoptères, ce qu'on appelle les H160 d'Airbus aujourd'hui, qui nous permettent notamment de faire du secours en mer. Ils sont déployés en Manche-Mer du Nord, ils sont déployés à Toulon, des capacités vraiment extraordinaires qui nous permettent d'être plus efficaces et de ramener un peu plus malheureusement de naufragés régulièrement, et on sait que ça arrive plus que régulièrement. On a nos nouvelles frégates qui sont en fabrication aujourd'hui à Lorient, donc on est impatient de voir arriver la première, l'amiral Renard. C'est intéressant parce que j'avais participé au design de ce bateau il y a 10 ans, quand j'étais à l'état-major des armées, et je le vois arriver maintenant sur les fonds baptismaux, donc c'est très bien, et ça sera un très beau bateau. Et puis on travaille évidemment sur le renouvellement à la fois de nos sous-marins. On vient de recevoir les nouveaux sous-marins de classe Barracuda, le Suffren, du Guétron, puis le Tourville maintenant, qui remplace la classe Ruby. Et puis on va commencer à construire les nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui arriveront un peu plus tard, qui arriveront en 2035-2038. En fait, une des grandes caractéristiques de la marine, c'est que mes programmes de construction, c'est du temps long. C'est ça. Il faut 7 ans pour faire une frégate, il faut 10 ans pour un sous-marin, il faut 15 ans pour un porte-avions. Donc c'est du temps très long. Mais ça pose la bonne question que vous avez posée, c'est mais comment on fait l'agilité là-dedans? Si vous construisez un bateau maintenant et dans 15 ans, c'est dans très longtemps, et tout aura changé. Oui, tout aura changé. Tout, mais pas tout en fait. Mon objectif, c'est justement qu'on ait un socle qui soit très robuste, et qu'on soit capable de s'adapter sur ce socle. Donc c'est à la fois être capable de faire du temps très long et être très agile dans le temps court. Ça, c'est vraiment le sujet de la marine. Détermination du temps long, agilité du temps court. Déterminé pour le temps long, parce que quand vous faites une coque pour un SNE, c'est pour 60 ans en fait, en réalité. Vous mettez 5 ans, 10 ans à construire le projet, 10 ans à construire, et après le bateau il va faire 40 ans de vie. Donc aujourd'hui, quand je parle des sous-marins nucléaires de lanceurs d'engins de nouvelle génération, c'est une arrivée en 2035, plus 40 ans, 2075. Je suis en train de parler de trucs où il faut que les bassins, les infrastructures de mes bateaux tiennent jusqu'en 2100, en fait dans l'horizon 2100. Donc quand je construis un port, quand je construis un quai, quand je construis un bassin pour mes bateaux, je réfléchis à l'échelle du siècle. Mais quand je parle d'une opération comme en mer Rouge, je parle à l'échelle de la semaine. Et les gars, ils sont en train de nous mettre un drone de surface là. Comment on fait pour le stopper? Alors on a déjà une réponse. Est-ce que notre réponse est la bonne? Comment on peut faire mieux? Et donc là, on est hyper agile sur les drones pour la mer Rouge. On a demandé à tous les industriels, vous avez quoi sur étagère? On les met sur les bateaux, on va vous faire
en face de vous la menace telle qu'elle existe en mer Rouge, telle qu'elle existe en mer Noire. Qui a raison? Quel est le meilleur système? Et là, on avait 6 industriels, 6 solutions différentes, et on en a eu une qui fonctionnait. Le mois d'après, cette solution, elle était embarquée sur un bateau. Voilà. Ça, c'est l'agilité du temps court. C'est-à-dire être capable de dire, là, on est face à un truc un peu nouveau, comment on fait pour avancer et avancer beaucoup plus vite. Donc, il faut que j'ai à la fois le levier tout de suite maintenant, et là, ça, c'est l'agilité, et puis à la fois réfléchir vraiment très très loin, parce que quand vous réfléchissez à 100 ans, vous réfléchissez, c'est quoi les défis environnementaux à 100 ans, c'est quoi, voilà, alors là, vous lisez le rapport du GIEC, ah bah oui, augmentation des eaux, ah bah donc le quai, ça sera pas le même qu'avant, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous réfléchissez vraiment sur le temps très long et le temps très court. Avoir la vision. Quels sont les enjeux dans le domaine capacitaire? C'est justement ce qui nous drive aujourd'hui. Il faut que je sois capable de travailler tout de suite, j'en ai parlé. Et il faut que je fasse face aux vraies ruptures capacitaires qui vont venir. Alors, est-ce que c'est les lasers? Est-ce que c'est le quantique? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est les micro-ondes à forte puissance? Est-ce que c'est les missiles balistiques? Est-ce que c'est toutes ces choses-là? Donc, j'ai des équipes qui travaillent là-dessus pour voir ce qui est très disruptif, c'est-à-dire ce qui va tout changer. Et il faut être absolument dedans parce que ça va rebattre complètement l'équation de ce qui est, oui, ça va nous apporter quelque chose en plus, mais ça va être tellement dur d'y arriver que, bon, on peut peut-être attendre un peu que ça soit un peu plus mature. Aujourd'hui, intelligence artificielle, c'est évidemment des domaines sur lesquels on travaille énormément. Comment j'implante l'intelligence artificielle à bord de mes bateaux pour aider le commandant à décider plus vite, à comprendre avant l'autre, et puis du coup, quand on est dans le combat, à gagner parce qu'on aura compris et donc on aura engagé avant l'adversaire. Que va m'apporter le quantique dans toute la chaîne de cryptologie aujourd'hui des armées? C'est des vraies questions sur lesquelles on travaille dès aujourd'hui. C'est quoi le système pour abattre des drones de demain? Est-ce que c'est un système de micro-ondes? Est-ce que c'est un système de drone qui attrape un drone? Est-ce que c'est un système missile? Est-ce que c'est un système canon? Tout ça, justement, on le met vraiment sur la table pour ouvrir, réfléchir et avancer. Alors, on a l'avantage d'avoir énormément d'industriels qui bossent sur plein de domaines. Alors, on n'a pas des moyens non plus illimités, donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Moi, le vrai sujet, c'est de choisir la bonne technologie et d'avancer dans le bon domaine et d'être à temps pour embarquer cette technologie sur les bateaux. Je crois beaucoup à l'itératif, c'est-à-dire allons-y, on essaye. Il y a des types qui ont des super idées, allons-y, on essaye. Parce que si on attend que ça soit super propre, parfait, en fait, on n'y arrive jamais. C'est ça. Donc, on peut pas attendre, on peut plus attendre. Dans la société dans laquelle on est, tout va très vite. Votre smartphone, il change tous les 15 jours. Oui, voilà. Donc, on peut plus attendre aujourd'hui. Donc, il faut être capable de fournir au bateau la bonne réponse au bon moment. Et puis après, comme je vous disais tout à l'heure, le bateau, il part tout seul. Et il part, une fois qu'il a largué les amarres, c'est débrouille-toi, comment. Et là, quand je vous disais, il y a des moments où ça s'arrête et puis tout le monde regarde le commandant pour dire on fait quoi, chef? On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Et donc, et on s'est préparé à faire avec ce qu'on a. C'est pas toujours le 100% efficace, mais tout ce qu'on va apprendre dans ces moments-là nous permettra d'avoir le 100% efficace demain. On voit bien au travers des derniers conflits, et plus particulièrement avec celui qui oppose l'Ukraine à la Russie, que l'innovation fait partie de la réussite des armées. Le temps d'avance sur l'ennemi, c'est aussi ça votre préoccupation à la tête de la Marine nationale? C'est exactement ça. J'en ai parlé un petit peu, mais ce qui est assez intéressant sur l'Ukraine, c'est de voir que un pays qui a plus de marine a damé le pion à un pays qui avait une grande marine. Bah oui. Alors c'est un cas qui est très particulier parce que c'est une mer fermée, c'est quasiment un lac, la mer Noire, parce qu'ils peuvent plus ni sortir ni rentrer à l'intérieur. Mais on a vu que le développement, la dronisation des vecteurs, et notamment des drones de surface qui viennent attaquer les bateaux à quai, etc. C'est des vraies choses qui sont extrêmement intéressantes. Alors on développe ça aussi dans la marine. J'ai des drones aériens, des drones de surface, j'en ai. Mais on a vu la rapidité de développement et la rapidité d'adaptation, à la fois des Russes, à la fois des Ukrainiens. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle manière de contrer, ils inventent une nouvelle manière. C'est ça, ouais. Et donc c'est bien... il ne s'agit pas de reproduire ce qui se passe en Ukraine. Il s'agit de développer l'agilité intellectuelle de l'ensemble de nos marins. Parce qu'en fait, qui va permettre de gagner, c'est l'agilité. C'est celui qui s'adapte, celui qui est capable de trouver une autre solution qui va gagner. Et donc, l'agilité, l'innovation, l'inventivité du marin, c'est ce qu'on recherche d'abord et avant tout. Évidemment, il faut suivre ce qui se passe au quotidien, mais il y a 2 ans, au début de la guerre en Ukraine, on n'était pas du tout dans le même schéma. On racontait plein de choses sur les drones, et aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Il faut faire attention à l'effet de mode, il faut surtout pas ne pas l'analyser, il faut regarder ce que cet effet immédiat va nous apporter et
qu'ils questionnent, et puis après il faut adapter notre outil, adapter le plus vite possible. Donc en Ukraine, on voit bien que les drones ont apporté énormément, donc on travaille beaucoup là-dessus pour apporter ces mêmes capacités. Mais moi sur mes bateaux aujourd'hui, j'ai des drones aériens qui permettent d'aller voir beaucoup plus loin et d'anticiper. Ce qui s'est passé en mer Rouge là, avec notre frégate qui a intercepté un drone de surface, en fait ils ont vu parce qu'ils avaient un moyen aérien qui était capable d'aller voir au loin. Et donc si vous avez ce drone sur l'ensemble des bateaux, vous êtes capable de ça. J'avais un bateau, un patrouilleur de haute mer dans le golfe de Guinée, il a vu le transbordement de drogue d'un bateau à un autre. Alors c'était pas les 10 tonnes dont on a parlé tout à l'heure, c'était une autre opération. Mais il a vu avec son drone ce transbordement. C'est ça ce qui lui a dit, ok, c'est lui le méchant. Il y en avait deux, mais il a été sur le bon parce qu'il avait vu avec son drone ce qui se passait alors qu'il était très loin. Et du coup, il a topé le bon. Au moment où on diffuse cet entretien, où la Marine nationale commémore justement la célèbre bataille Chesapeake, j'espère que je l'ai bien prononcé. Comme Chesapeake, oui. Chesapeake, c'est comme ça que je l'ai dit, qui s'est déroulé donc le 5 septembre 1780 dans l'entrée de la baie de la Chesapeake sur la côte est des États-Unis. Et par ce fait d'armes, ils ont aussi ouvert la voie donc à l'indépendance américaine. C'est devenu une date très importante pour la Marine, pour cette tradition. Est-ce que c'est en quelque sorte la journée de la Marine? Alors c'est la fête de la Marine. C'est une grande fête de la Marine qui nous permet de développer l'audace et justement l'agilité qui nous est chère. Parce que à Yorktown, donc l'amiral de Grasse, qui a permis le débarquement en fait d'unités en soutien des insurgés américains, qui justement a ouvert la voie à l'indépendance américaine, c'est par leur audace, c'est leur agilité, et c'est leur fait de dire j'ai pas de joker, donc il faut que je me débrouille avec ce que j'ai. Et ils y ont été. Et ils y ont été d'emblée avec un vrai fighting spirit qui a fait qu'ils ont réussi à défaire l'escadre adverse parce qu'ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu d'être exactement alignés, ils n'ont pas attendu d'être tout parfait comme il faut, comme dans les livres. Ils y ont été. Audace, agilité, et c'est ce qui leur a permis de vaincre. Et en gagnant cette bataille de la Chesapeake au large de Yorktown, en fait, c'est ce qui a permis justement la chute de Yorktown et l'indépendance des États-Unis. Donc chaque année, le 5 septembre, on commémore cette bataille partout en France, partout dans les unités de la marine, pour mettre à l'honneur l'audace, l'innovation. Et donc, ça sera au Jardin du Luxembourg, dans les jardins du Sénat, le 5 septembre. Et je remettrai les prix de la Chesapeake à justement des unités qui ont fait preuve de cette audace et de cette innovation dans pas mal de domaines. C'est un moment qui est très fort et qui donne justement l'état d'esprit qu'on recherche. Esprit d'équipage, innovation, agilité. Célébré partout où il y a des marins. Partout où il y a des marins. Est-ce que vous avez un message justement adressé à cette occasion au personnel de la marine ? Chers marins, nous commémorons aujourd'hui la bataille navale de la Chesapeake et c'est la grande fête de la marine. Cette victoire de l'amiral de Grasse et de ses marins a ouvert la voie à l'indépendance des États-Unis. Cette victoire, c'est l'audace, c'est l'agilité qui l'ont rendu possible. C'est un très bel héritage que nous devons cultiver aujourd'hui chaque jour et je compte sur vous, j'ai confiance en vous. Merci beaucoup, on arrive au terme de cet entretien passionnant, on a compris vraiment les nombreux défis avec également de nombreuses anecdotes que nous avez racontées. Qu'est-ce qui vous rend confiant pour l'avenir? C'est ma dernière question. Ce qui me rend confiant, c'est la jeunesse qui arrive dans la marine, c'est l'esprit d'engagement de nos jeunes qui nous rejoignent où je vois que on est capable de soulever des montagnes et de répondre à l'ensemble des enjeux aujourd'hui grâce à notre belle marine et puis grâce à l'ensemble des forces armées, bien sûr. Et on en fera évidemment écho sur Skyrock pour les militaires. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Très bon, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Et merci aux amiral. auditeurs de nous écouter. Merci beaucoup.